Construire un niveau, c'est un peu comme raconter une histoire. À travers notre jeu, on veut faire vivre aux joueurs une histoire, une aventure, une expérience, des émotions. Et tout ça, c'est pas juste véhiculé à l'aide de cinématiques ou de lore écrit. Souvent, on véhicule ça à l'aide de gameplay. C'est pourquoi lorsqu'on planifie un niveau, on planifie essentiellement comment le joueur va vivre notre expérience. C'est pourquoi dans cette capsule, on va s'attarder ensemble sur comment la structure narrative s'applique à la construction d'un niveau. On va voir ensemble comment planifier le rythme du niveau. On va parler de ce qu'est le chemin critique et on va conclure avec ce qu'on appelle la structure clé et serrure. Bonne écoute! Quand vous étiez plus jeune, à l'école, vous avez probablement entendu parler de la structure narrative ou encore du schéma narratif. Le schéma narratif, c'est la façon dont on organise une histoire racontée, en débutant par la situation initiale, suivie d'un élément déclencheur, du déroulement, du dénouement et de la situation finale. On apprend, avec ce schéma-là, comment structurer notre histoire pour offrir un chemin logique et satisfaisant pour l'audience. Je pense pas vous surprendre en vous disant que cette structure-là existe aussi en jeu vidéo. Bien sûr, l'ordre n'est pas toujours respecté, mais on retrouve quand même généralement ces étapes cruciales de la structure narrative. Ce que vous savez peut-être pas, par contre, c'est qu'on utilise aussi cette structure à travers un niveau lui-même. En fait, en règle générale, dans un niveau, on utilise une structure narrative en trois actes. La situation initiale, ou l'introduction, le développement, puis le dénouement ou la conclusion. Dans le premier acte, donc au début du niveau, un peu à la façon de la situation initiale dans le schéma narratif, on débute généralement plus tranquillement l'expérience du joueur. On introduit celui-ci aux mécaniques du niveau, souvent sous la forme d'un défi ou d'une tâche relativement simple et réalisable, et on met en place des conséquences réduites lors de l'échec. Par exemple, au lieu de faire mourir le personnage du joueur qui a manqué son coup lors de l'escalade d'une paroi, on le fait plutôt tomber dans une grosse zone d'eau et on lui laisse la possibilité de se réessayer après avoir remonté une échelle. L'idée, c'est de laisser le joueur devenir plus confortable avec le niveau et ses nouvelles mécaniques sans le jeter trop directement dans le feu de l'action afin d'éviter de trop le frustrer. Ça veut pas dire que votre début de niveau doit être nécessairement extrêmement facile, mais juste qu'il doit être relativement plus facile que le reste du niveau. Dans le deuxième acte, donc le développement, on monte d'un cran la difficulté et le défi. Avec les mécaniques qui ont été introduites plus tôt, on augmente les aptitudes nécessaires pour réussir l'épreuve, exigeant que le joueur maîtrise plus le jeu afin de pouvoir franchir ces épreuves et obstacles. De plus, ici, on accentue les conséquences de l'échec. Cette fois, c'est normal que l'échec du joueur entraînera la mort de son personnage. C'est dans cet acte-là que le gros du niveau se retrouve. Le plus grand niveau de plaisir et de satisfaction est obtenu lorsqu'on commence à maîtriser les capacités nécessaires pour réussir et qu'on peut le prouver. Toujours dans le développement, on peut aussi ici introduire un genre de twist, c'est-à-dire une modification ou une variation d'un concept préalablement établi, dans le but de déstabiliser le joueur en le mettant face à un défi inattendu. Attention, ça ne veut pas dire qu'on doit introduire une nouvelle mécanique de jeu en plein milieu de notre niveau. Non. Il s'agit ici plutôt de créer de la variation dans la jouabilité du niveau en modifiant le défi ou la mécanique déjà établie. Par exemple, si l'ensemble du niveau consiste à, je sais pas moi, sauter sur des plateformes qui bougent, peut-être que notre twist, ça serait d'introduire la présence de pics mortels ou encore d'hélices géantes qui peuvent découper le joueur s'il tombe accidentellement sur une d'elles. Dans le troisième et dernier acte, la conclusion, on cherche à offrir aux joueurs un sentiment de satisfaction, de réussite, ce qu'en anglais on qualifierait de payoff. Le but ici, c'est pas d'augmenter le défi ou d'introduire un concept nouveau. Plutôt, on offre un dénouement sous la forme d'une récompense, comme un coffre avec de l'or et des nouvelles armes, ou encore une véritable conclusion en termes d'histoire pour le niveau. Vous comprendrez donc que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le troisième acte, c'est pas l'endroit propice pour introduire le boss final. On placerait plus ce type d'ennemi dans la fin du deuxième acte comme un défi ultime à vaincre avant de pouvoir obtenir notre récompense dans le troisième acte. Bien sûr, puisque c'est une structure narrative qui est assez standard, on peut la retrouver dans toutes sortes de jeux. Je pourrais ici vous donner beaucoup d'exemples différents. Ceci dit, l'exemple numéro 1 qui me vient en tête, c'est le tout premier niveau d'un de mes jeux vidéo préférés, Halo Combat Evolved. Dans ce premier niveau du premier jeu de la série Halo, la structure narrative que je vous propose aujourd'hui est parfaitement respectée. Le niveau commence avec le réveil de Master Chief dans son lit cryogénique. Le joueur suit alors un court tutoriel sur les contrôles de base, puis le vaisseau est attaqué. Le joueur doit alors se promener dans les couloirs en découvrant les différentes touches de déplacement, d'accroupissement, de lampe torche, etc. Pendant ce moment, le joueur ne se fait jamais attaquer. Tout ça, c'est le premier acte.
la situation initiale. Le joueur n'est jamais vraiment en danger, il doit apprendre à jouer au jeu d'abord. Une fois les contrôles maîtrisés, les premiers ennemis sont lancés vers le joueur, les ennemis qu'on appelle les grunts. Ça, c'est le début de l'acte 2, le développement. Le joueur progresse dans le niveau en affrontant ses ennemis, puis fait éventuellement face à un ennemi encore plus redoutable, l'élite. Ça, c'est l'espèce de twist de l'acte 2. Le principe pour affronter cet ennemi-là est le même que les grunts, sauf que l'ennemi est plus fort, plus rapide et plus résistant aux dégâts. À ce moment-là, si le joueur réussit à franchir tous ces défis, il peut alors finalement atteindre la fin du niveau, la conclusion narrative, alors que Master Chief quitte le vaisseau pour atterrir sur le monde mystérieux du Halo. Débute alors le niveau 2. Punch it. Ah, sir! Bon, maintenant qu'on a une bonne vision d'ensemble sur la structure du niveau, c'est le moment de commencer à regarder comment organiser tout ça pour que le niveau reste amusant. Même si oui, on souhaite rehausser le défi progressivement dans chaque niveau pour continuellement challenger le joueur, on ne veut pas non plus nécessairement avoir un niveau dont l'intensité augmente de plus en plus encore et encore sans jamais s'arrêter ni prendre de pause jusqu'à ce que le joueur se tanne ou perde patience ou se décourage. Non. Un niveau, c'est pas si linéaire que ça. En vrai, le rythme d'un niveau et son intensité varient constamment. En plus des moments d'intensité typiques de l'acte 2 de la structure narrative, on souhaite aussi offrir des moments d'accalmie, de répit ou même de tension. Le but, c'est pas de décourager ou d'épuiser le joueur, mais plutôt de lui faire vivre des émotions. En fait, la composition d'un niveau, c'est plus comme un manège qu'une simple ligne ascendante. Il y a plusieurs méthodes utilisées par les créateurs de jeux vidéo pour planifier cette disposition d'un niveau. Je vais vous en proposer ici quelques-unes, mais avant, je dois mettre en place certains mots de vocabulaire qui vont être pertinents. Le premier terme que vous devez connaître, c'est le rythme du niveau, ou en anglais le pacing. Le rythme du niveau, c'est l'intensité de la jouabilité telle que perçue par le joueur. Par exemple, dans un jeu d'aventure ou un jeu de tir, un rythme élevé pourrait signifier que le joueur est dans une séquence d'action intense, avec des ennemis partout qui tirent dans toutes les directions, avec des explosions constantes et des murs qui s'effondrent. Mettons. Dans un jeu de puzzle, comme autre exemple, un rythme élevé pourrait signifier que le puzzle que le joueur réalise il est très complexe, qui nécessite de puiser dans tout ce qu'il connaît et qui lui donne par le fait même un bon mal de tête bien mérité. Le rythme dépend du type de jeu, mais s'applique à peu près tous les contextes et peut être représenté visuellement par un graphique de valeur ou encore un code de couleur. Le deuxième terme est ce qu'on appelle les moments, ou en anglais les beats. Un moment, c'est essentiellement une unité de découpage, de division dans la structure d'un niveau. Un niveau possède plusieurs moments et chaque moment, même s'il est inclus dans un tout, peut être autoportant. Comme exemple, prenons-en un qui est assez connu, tiré du jeu vidéo Call of Duty 4 Modern Warfare. Dans ce jeu, le niveau très populaire All Gillied Up place le joueur dans une mission furtive dans la ville de Pripyat en Ukraine. Le joueur doit, accompagné de son capitaine, furtivement naviguer dans le niveau pour se rendre au sommet d'un gratte-ciel. Le niveau y est constitué de plusieurs moments, chacun assez marquant pour ceux qui y ont joué. Il y a le moment où le joueur doit éliminer un tireur d'élite dans une tour d'une église abandonnée. Il y a le moment où le joueur doit naviguer silencieusement dans une zone remplie de conteneurs de cargaison. Et, bien sûr, il y a le moment très connu où le joueur doit ramper discrètement au travers d'une armée de soldats ennemis et de tanks. Tous ces moments-là font partie du même niveau, mais sont chacun très distincts. Le troisième et dernier terme est ce qu'on appelle les scènes clés, ou en anglais les set pieces. Les scènes clés sont des moments fortement mémorables, qui se distinguent du reste du niveau et même du reste du jeu. En général, dans un jeu, on cherche à avoir au moins un minimum de une scène clé afin de rendre le jeu lui-même plus mémorable. En jeu vidéo, ces scènes clés-là sont souvent des batailles contre les chefs, ce qu'on appelle les boss battles en anglais, des gros puzzles, des séquences fortement chorégraphiées, ou même des séquences où le style visuel est complètement différent du reste du niveau ou même du jeu. Moi, les deux exemples qui me viennent immédiatement en tête sont la séquence de l'avion dans le jeu Uncharted 3 et la séquence musicale dans le jeu Alan Wake 2. Donc, maintenant qu'on connaît ce vocabulaire-là, on peut parler de comment planifier la structure de notre niveau avec toutes ces belles nouvelles connaissances-là. Lorsque vous commencez la planification de votre niveau et que vous êtes à l'étape du croquis, c'est-à-dire de la planification papier de votre concept, c'est utile de réfléchir à la structure narrative et le rythme de votre niveau. Comme je le mentionnais plus tôt, on peut faire ce travail-là de diverses façons.
Certains utilisent une sorte de ligne du temps qui représente les différentes actions et les différents événements qui seront vécus par le joueur au cours du niveau. De gauche à droite, on indique les moments de notre niveau, les actions attendues, les scènes clés lorsqu'applicables et même le rythme du niveau à l'aide d'un graphique de valeur qui monte et descend. Pour les jeux qui ont aussi une histoire en parallèle à tout ça, on peut également indiquer sur ce graphique-là les moments narratifs importants. Une autre façon que d'autres préfèrent pour organiser le niveau est ce qu'on appelle une feuille de moments, ou en anglais un beat sheet. Essentiellement, on utilise des papiers autocollants, des post-it, pour représenter les différents moments du niveau et on les place les uns à la suite des autres pour former un tout cohérent. Dans tous les cas, peu importe la méthode qu'on utilise pour faire cette planification-là, il y a certains éléments qui devraient toujours être réfléchis selon les auteurs du livre Level Design Book. On devrait considérer la portée, c'est-à-dire ce que fait le joueur dans le niveau. On devrait considérer la hiérarchie, soit identifier par ordre d'importance les moments les plus essentiels du niveau et ceux qui le sont moins. On devrait considérer la causalité, c'est-à-dire pourquoi le joueur fait-il ses actions dans cet ordre-ci et ses actions ont-elles des conséquences sur ce qui va suivre. On devrait considérer les informations qu'on fournit au joueur, que lui dit-on et quand. Et pour finir, on devrait considérer l'intensité, le rythme du niveau, afin de définir quand le joueur devrait être pleinement attentif et quand il pourrait se, entre guillemets, reposer. Le chemin critique, c'est le chemin attendu et optimal que le joueur devrait prendre pour compléter un niveau. Pensez à un labyrinthe. On peut faire toutes sortes de détours et de mauvais tournants avant de se rendre à la sortie, mais il y a aussi un trajet qui, lorsqu'on le connaît, nous mène directement à la sortie sans détour. Ça, c'est le chemin critique. C'est pas nécessairement le seul chemin possible, et c'est pas nécessairement le chemin que prendra le joueur, mais c'est néanmoins le chemin le plus efficace pour atteindre la fin du niveau. Pour beaucoup de développeurs, connaître le chemin critique du niveau, c'est essentiel pour pouvoir bien planifier les événements et actions du joueur. En connaissant ce chemin-là, on peut alors mettre l'emphase sur les moments importants du niveau, ce qu'on veut absolument que le joueur puisse vivre, en les plaçant au long du chemin critique. On peut également utiliser cette connaissance-là pour planifier et réfléchir aux chemins alternatifs que pourrait prendre le joueur. Aussi, connaître ce chemin nous permet, au besoin, de définir le strict minimum de mise en place du niveau qui devrait être effectué pour avoir un projet fonctionnel qui répond à nos attentes. Considérant que le chemin critique c'est le chemin le plus efficace, on peut, si le temps de développement de notre jeu devient trop limité, réduire les contenus à créer en éliminant les éléments qui se retrouvent à l'extérieur du chemin critique. Bien sûr, c'est pas une situation idéale, puisque le chemin critique, c'est pas toujours le chemin le plus amusant de notre niveau et qu'on préférait toujours en faire plus, mais c'est parfois un sacrifice nécessaire pour compléter un projet. L'utilisation du chemin critique dans la planification d'un niveau, c'est quelque chose qui est parfois critiqué. D'abord, il faut comprendre que le concept du chemin critique, ça s'applique pas vraiment, ou du moins ça s'applique moins dans certains types de jeux, comme les jeux à monde ouvert par exemple. De plus, l'approche du chemin critique est parfois jugée comme limitante, parce qu'elle ne prend pas en compte la liberté décisionnelle du joueur ou son sens de l'exploration. Certains joueurs, oui, cherchent à réussir le niveau le plus rapidement possible, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Ainsi, ça peut être limitant dans le design de niveau de réfléchir juste de cette façon-là. Avant de conclure sur ce sujet, je tenais à vous parler rapidement des structures de niveau qui sont moins linéaires que celles décrites dans cette capsule. Plutôt, je tenais à vous parler d'une structure en particulier, le clé et serrure, ou en anglais le lock and key. La structure en clé et serrure, c'est un principe de design qui consiste à bloquer la progression linéaire du joueur à l'aide d'un objet ou d'une limitation initialement insurmontable. Ça peut être une porte, une zone recouverte de flammes, un trou trop grand pour être franchi, un ennemi trop puissant et bien plus encore. L'objectif, c'est de forcer le joueur à trouver un chemin alternatif temporaire qui lui permettra éventuellement d'obtenir une solution à son problème, comme une clé, une résistance aux flammes, une nouvelle habileté, une arme puissante, etc. Il pourra ainsi rebrousser chemin et franchir cet obstacle initial afin de continuer son trajet. Cette méthode permet de créer des niveaux dont la durée est plus longue que la surface de jouabilité et qui détruit légèrement, et je dis bien légèrement, l'impression d'être dans un niveau purement linéaire. Elle permet aussi de créer un sentiment d'accomplissement et de satisfaction lorsqu'on finit par surmonter le défi initial. Elle peut également être utilisée pour promouvoir l'exploration dans le but de trouver la solution au problème insurmontable. Ceci dit, le principe de clé et serrure est controversé, parce que ça force le joueur à rebrousser chemin, ce qui peut être ennuyant, en plus de donner l'impression de remplissage, de padding.
C'est important, lorsqu'on choisit d'utiliser le principe de clé et serrure dans nos jeux, de ne pas trop en abuser, sans quoi la perception du jeu peut être affectée négativement. Donc voilà. C'est une capsule qui était assez costaude, je l'admets, mais néanmoins pas mal importante pour pouvoir créer des niveaux qui sont cohérents et intéressants pour vos joueurs. Avant de nous quitter, je vais vous lire mes sources pour la réalisation de cette capsule-ci. Le livre Practical Game Design Second Edition par Adam Kramarczewski et Ennio DiNucci, publié en 2023 et disponible en ligne via la BANQ. L'article Single Player Level Design Pacing and Gameplay Beats par Peter Ellis, publié en 2015 sur le site worldofleveldesign.com. Et le livre en ligne The Level Design Book, écrit collaborativement par Andrew Yoder et d'autres auteurs non nommés, publié en 2022. Merci pour votre précieuse écoute, à la prochaine!